Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce préenregistré réalisé le 8 avril 2010. Alors après 2 émissions consacrées au Maroc, nous allons parler aujourd'hui de son voisin direct, l'Algérie, et malheureusement, et comme vous l'imaginez, ce sera en contraste une émission peu réjouissante. Je l'ai en effet intitulée « L'Algérie et le tabou juif » parce que ce pays a non seulement chassé sa population juive, dont la présence bimillénaire précédait comme partout au Maghreb l'invasion arabo-musulmane, mais en plus a effacé jusqu'à la mémoire de cette présence. Sous couvert d'antisionisme, une haine antisémite est entretenue dans une partie de ces médias. Et tout cela est fait avec une bonne conscience tout à fait insupportable et que l'on retrouve chez quasiment toutes les élites. Pour en parler, j'ai invité un témoin exceptionnel puisqu'il a grandi et vécu là-bas jusqu'à sa fuite en France en 1993, en pleine guerre civile. Bonjour Jean-Pierre Liédot. Bonjour. Alors Jean-Pierre Liédot, les auditeurs fidèles s'en souviennent peut-être, je vous avais déjà eu comme invité en juin 2004, mais je vous représente rapidement. De père pied-noir, d'origine espagnole et de mère juive, vous étiez un tout jeune adolescent au moment de l'indépendance de l'Algérie. Votre famille, comme une toute petite minorité de la population européenne, avait choisi de s'engager dans la lutte pour l'indépendance, en raison notamment de convictions communistes. Elle est donc restée en 1962 dans ce pays que vous considériez comme votre patrie. Mais l'histoire vous a rattrapé, comme je le disais à l'instant, vous étiez un intellectuel connu là-bas et vous avez été menacé de mort par les tueurs islamistes. Vous êtes donc venu vous réfugier ici. Alors vous avez réalisé plusieurs longs métrages sur l'Algérie, citons Un rêve algérien, Algérie mes fantômes, dont nous avions parlé il y a quelques années, et puis votre dernier film, Algérie, histoire à ne pas dire, où des témoins évoquent les massacres qui ont entraîné la fuite d'1 million de chrétiens et juifs d'Algérie. Alors nous parlerons de ce film en première partie d'émission et puis en deuxième partie nous parlerons aussi d'un article que vous avez publié en novembre 2009 dans la revue Controverse éditée par Shmuel Trigano. C'est un article d'une densité extraordinaire intitulé « La question juive en Algérie, aujourd'hui et hier » et j'invite vraiment nos auditeurs à le lire car il fourmille d'informations. Alors, première question Jean-Pierre Liédot, je voudrais que vous nous racontiez comment vous avez réalisé votre dernier film. Est-ce que ça a été facile de trouver des témoins et des acteurs un demi-siècle après ? Oui, j'ai quand même travaillé sur ce film qui est un long métrage documentaire durant 1 année, on peut dire, entre le repérage et puis le tournage. Donc ça s'est pas fait en quelques semaines, effectivement. Les personnages en fait du film, ça, par exemple, un d'entre eux, je l'avais déjà d'une certaine manière. Lorsque j'avais filmé Algérie mes fantômes, j'avais rencontré à Grenoble quelqu'un, un agriculteur pied-noir qui avait voulu rester en Algérie, qui avait été nationalisé après l'indépendance et qui m'avait j'ai appris donc et qui m'avait lu une lettre plutôt de quelqu'un d'un jeune qui était le fils d'un de ses ouvriers et qui lui disait des choses extraordinairement belles sur lui, sur sa famille, sur son père, etc. Donc je m'étais dit voilà, ce gars il faut que je le retrouve. Et lorsque j'ai retrouvé cet homme, ingénieur, agronome, etc., il m'a raconté la véritable histoire de cet agriculteur pied-noir qui, en 1955, suite à une insurrection du FLN qui avait consisté en fait à assassiner tous les civils qu'il y avait sur le chemin, il y a eu une répression militaire française aussi importante et toute sa famille avait été prise. Et l'agriculteur européen, qui était dans mon film d'Algérie mes fantômes, tourné en 98, en fait, avait hébergé dans sa ferme toute sa famille, c'est-à-dire toutes les femmes et les enfants, soit 80 personnes. Alors vous avez tourné donc ces interviews sur les lieux mêmes, oui. Où se sont passés un certain nombre de drames, et c'est une construction d'ailleurs qui m'a fait beaucoup penser par son intensité dramatique au film Shoah, c'est-à-dire qu'on voit les acteurs vieillis de 40 ans ou de 50 ans, et ça se passe vraiment sur les lieux mêmes. Est-ce que, déjà une petite question, est-ce que vous n'avez pas eu peur en retournant dans ce pays que vous aviez fui quand vous avez tourné ça ? Parce que vous n'étiez plus algérien quand vous êtes retourné, vous étiez déjà un réfugié. Alors d'abord rapidement, je conteste si vous voulez l'analogie avec Shoah parce que en fait dans le film de Lanzmann, c'est le réalisateur lui-même qui va
choisir des personnes qu'il va interviewer face à la caméra. Et moi, ce système-là n'est pas du tout le mien. Dans le film est composé de 4 parties. Chaque partie, il y a un personnage principal et chaque personnage principal a sa propre histoire et il va fouiller comme une enquête dans sa propre vie. C'est lui-même qui fait l'enquête. Il fait l'enquête et nous le suivons. Donc c'est un système narratif complètement différent. Pour ce qui est de... j'étais déjà retourné pour faire un rêve algérien parce que j'étais menacé par les islamistes, mais non pas, si vous voulez, par l'État algérien. Par l'État algérien. Donc j'étais déjà retourné pour un rêve algérien. Et tous les films en Algérie sont protégés par la police ou par les gendarmes lorsque vous êtes à l'extérieur des grandes villes, et ça a été le cas pour moi. D'accord. Alors, commençons par c'est pas au début du film, commençons par parler de la partie consacrée à Constantine, qui évoque donc la mémoire de Raymond Léris, qui était donc un grand maître de la musique arabo-andalouse, qui était surnommé Cher Raymond. Il faut rappeler que c'était le beau-père d'Enrico Macias, donc qui lui-même jouait à ses débuts dans son orchestre. Raymond Léris a été assassiné le 22 juin 1961. On dit que cet assassinat a provoqué l'exode massif de la communauté juive de la ville. Alors, 50 ans après, moi, ce que j'ai noté en voyant votre film, c'est la langue de bois, pour effacer sa mémoire. Votre témoin principal apparaît voilé sur le film. Les témoins de l'époque racontent des drôles d'histoires. Il y en a un qui dit que Raymond Léris a participé à des massacres de musulmans. Il y en a un autre qui dit « mais non, c'est un complot de l'armée française qui l'a tué ». Et dans votre article de controverse, vous indiquez que le ministre de la Culture, Khalida Toumi, a eu le culot d'enlever sa photo d'une grande exposition qui était consacrée à la ville de Constantine, et puis même de dire dans une interview qu'elle travaillait pour la préservation du patrimoine andalou algérien contre sa judéisation. Bon, que pensent les Constantinois, dans le fond d'eux-mêmes ? Si vous voyez le film, entre parenthèses, il est sorti et on peut l'acheter en DVD. Il est déjà sorti il y a quelques mois. Algérie, histoire ne pas dire. Ce titre, d'ailleurs, je l'ai donné une fois que le film a été interdit, parce que le film devait sortir en Algérie en première mondiale en juin 2007. Il était programmé dans 3 villes et on a voulu que je donne la copie du film avant de le montrer. J'ai refusé et donc on l'a interdit à Alger, à Constantine et à Oran, les 3 projections prévues. À la suite de ça, le personnage principal de Constantine a demandé d'enlever son image et nous avons été obligés d'enlever 20 minutes du film et lui-même, les fois où on l'a conservé dans l'image, de mettre du noir par-dessus. Mais quand on voit même le film amputé tel qu'il est aujourd'hui, on comprend qu'il y a en fait 2 mémoires. Vous avez la mémoire officielle algérienne qui a nettoyé, si vous voulez, Raymond complètement de la mémoire nationale algérienne, alors qu'il était un des créateurs aussi de la musique andalouse. Et vous avez la jeunesse algérienne qui considère aujourd'hui toujours, les mélomanes de Constantine, qui considèrent toujours que Raymond est un des plus géniaux créateurs de l'andalou. Et dans le privé, maintenant qu'il commence à y avoir des vendeurs privés de musique, etc., ils font des CD, je veux dire, des CD pirates, parce qu'il y a des anciennes bandes magnétiques qui traînent par-ci par-là, et on peut acheter comme ça mais ce qu'il faut retenir, c'est que autant il est dans le cœur effectivement des véritables mélomanes chez Raymond, autant il est banni de l'espace public. Le film, il y a une scène où sur le mur de Constantine, du centre-ville de Constantine, il y a 5 grandes photos, représentations de 5 grands chanteurs musiciens de l'Andalou, et évidemment il n'y a pas Raymond. Et le problème, c'est que Raymond a été assassiné une année avant l'indépendance par le FLN, et que jusqu'à présent, le FLN ne l'a jamais reconnu. C'est ça le problème. Et alors, évidemment, si vous allez à Constantine, vous allez tomber sur 78 versions et demie de comment il a été assassiné ou pas assassiné, Raymond. Voilà, et j'invite également nos auditeurs, comme je disais, à lire cet article très dense dans la revue Controverse. Vous dites, c'est pas un cas unique. Par exemple, la grande chanteuse Renette Loranaise, qui était aussi une diva, on peut dire, de la musique arabe, mais elle était juive, et ça a été complètement effacé lorsqu'elle a disparu il y a quelques années. Alors, Jean-Pierre Lédo, votre film évoque plusieurs massacres de ce qu'on appelait à l'époque les Européens. Mais alors, c'est un film où les témoins parlent en arabe. Et on voit que les mots utilisés par les insurgés étaient vraiment primaires. Ils disaient « Tqatlou Gouar, Tqatlou Nsara, Tqatlou Yahoud », tuer les infidèles, tuer les chrétiens, tuer les juifs. Vous
évoquez, vous en parliez tout à l'heure, le massacre donc, du 20 août 1955 près de Philippeville, à la mine d'El Alia, et dans le village proche, où 47 Français, hommes, femmes et enfants, furent égorgés et tués à coups de hache. Vous évoquiez tout à l'heure les représailles, qui furent aussi terribles. L'histoire de ce pied noir qui a sauvé lui-même un Algérien qui témoigne, qui a fait son enquête dans le film, et ce pied noir avait été épargné lui-même par ce massacre. Seulement, vous ne parlez pas que de ça. Vous avez été à Alger voir Louisa, qui est une femme ex-terroriste, ceux qui posaient des bombes, et vous l'interrogez et vous voyez qu'elle n'arrive pas à regretter les attentats contre des civils. Ce sont des attentats d'ailleurs qui ont souvent visé la communauté juive. Si on se projette à notre période, où le nationalisme palestinien a toujours utilisé le terrorisme, et où l'Algérie a toujours soutenu malheureusement les plus extrémistes parmi les Palestiniens, comment vous expliquez cela ? Bon, et d'abord pour ce qui est de la guerre d'Algérie, disons, il faut savoir que ça a commencé effectivement, la première insurrection importante de l'ALN a été le 20 août 1955. Ça a été un massacre, c'est-à-dire on a ciblé les civils. Et la guerre d'Algérie, ou d'indépendance comme on dit en Algérie, ou de libération, s'est terminée aussi par un massacre le 5 juillet 1962 à Oran. À Oran, oui, tout à fait. C'est-à-dire en gros, toujours, je me suis demandé, donc à la fin, j'en ai tiré la conclusion que cette guerre avait été menée non seulement avec le but que l'on connaît officiel de l'indépendance et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça c'était un peu pour la partie internationale, mais au niveau national, à l'intérieur, il y avait un autre objectif qui n'était pas clamé, si vous voulez, tout à fait officieux, qui était à mon avis celui d'une épuration ethnique qui consistait en fait à faire en sorte que lorsqu'arriverait le moment de l'indépendance, il n'y aurait plus un seul juif ou un seul pied noir en Algérie, parce que sans doute les nationalistes n'avaient pas du tout de modèle dans leur tête d'une Algérie multiethnique. Ils avaient projeté que l'Algérie, qui avait été arabe et musulmane avant la colonisation française, devait redevenir arabe et musulmane. Et elle a mené la guerre, le nationalisme a mené, avec le FLN, on menait la guerre dans cet esprit-là. Et j'ai vraiment découvert ça en faisant le film. Donc, et je pense qu'il y a une deuxième chose que j'ai découvert aussi, c'est que autant les dirigeants nationalistes pouvaient paraître laïques, autant que lorsqu'ils avaient un discours vis-à-vis des paysans, des montagnards, etc., c'était un discours complètement religieux. C'est-à-dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, on n'appelait pas les gens à se battre pour l'indépendance, mais toujours pour le djihad fisabilillah. Djihad fisabilillah, ça veut dire djihad, c'est le djihad de la lutte pour la cause de Dieu. Et donc ça pose aussi un problème. Je pense que tous les progressistes du monde qui soutenaient la guerre d'indépendance algérienne ne le savaient pas. Et je pense qu'aujourd'hui, pour les Palestiniens, je pense que c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de double stratégie. Une stratégie pour l'international où on parle des problèmes de colonisation. Et à l'intérieur, on a un discours en fait qui est basé sur l'épuration ethnique. C'est-à-dire, et on voit bien de toute manière que dans tous les pays arabes et même dans les territoires palestiniens aujourd'hui, il n'y a pas un seul juif. Alors, Jean-Pierre Liédot, revenons à votre article, publié dans la revue de novembre de la revue Controverse, donc je rappelle intitulé « La question juive en Algérie, aujourd'hui et hier ». Et bon, en ouverture de cet article, vous écrivez « Ce sujet, donc juif, est plutôt tabou, donc le discours dominant, c'est celui de la dénégation. On dit, on n'a rien contre les juifs, on a tout contre le sionisme. Si des juifs sont partis, c'est la conséquence du décret Crémieux, lequel, en leur accordant la nationalité française, les a séparés de nous, les autres indigènes. » Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce discours récurrent où on sort toujours le décret Crémieux ? Bon, pour le décret Crémieux, en fait... En gros, ceux qui tiennent ce type de discours veulent dire par là que tout allait très bien entre les juifs et les musulmans avant l'arrivée des Français et avant ce décret Crémieux, et que c'est ce décret qui a créé la division. Cela, on le dit en Algérie, mais même en France, vous avez des historiens comme par exemple Stora, qui tient le même discours. Ça, c'est grave dans son cas parce que lui, c'est un historien. Or, nous savons très bien que avant Crémieux, qu'est-ce que c'est ? Les Juifs avaient la même situation d'indigènes
que les musulmans, mais il faut savoir qu'avant l'arrivée des Français, les Juifs étaient des sous-indigènes, c'est-à-dire qu'ils étaient sous les musulmans, et que par conséquent, déjà en arrivant à la colonisation française, en faisant de tout le monde des indigènes, elle a rendu une sorte d'égalité, donc n'avait pas les Juifs avant, du temps de l'Empire ottoman, et ensuite, avec le décret Crémieux, le décret Crémieux effectivement a fait des Juifs collectivement des Français, mais si vous voulez, les Juifs n'ont pas cessé de demander aux autorités coloniales de faire la même chose pour les musulmans. C'est important de le rappeler, c'est-à-dire que les Juifs n'ont pas dit nous on vous est supérieur, on vous écrase. Il y a des déclarations très, très connues de dirigeants de la communauté juive en Algérie qui disaient il faut élever il faut tout donner le monde, l'égalité. Il ne faut pas faire le truc par le bas, il faut faire l'égalité par le haut, quoi. Parfait. Alors Jean-Pierre Liédot, les minutes filent. On n'a pas le temps d'évoquer donc ces campagnes antisémites, en particulier de la presse arabophone. Je pense des articles assez ignobles dans le journal Es-Shourouk qui a parlé du pèlerinage de février 2005 où 130 juifs originaires de Tlemcen sont venus dans leur ville d'origine. Et, j'aimerais, pour finir, c'est un point important, qu'on fasse quand même un point sur le rapport de l'Algérie avec son passé juif. Alors, ces racines, elles existent, vous le rappelez dans votre article, elles sont très 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 profondes. Elles étaient déjà reconnues par le célèbre historien arabe Ibn Khaldoun, 14e siècle quand même. Et pourtant, vous écrivez, aucun historien algérien d'aujourd'hui ne veut en parler. Vous donnez l'exemple de Mostafa Lashraf, essayiste progressiste et laïque, qui a fait un livre extrêmement érudit et détaillé, avec des noms et des lieux dans le sud, et on oublie complètement cette présence juive, quasi millénaire dans le sud algérien. Alors, ce qui est incroyable aussi, par contraste, que vous dites aussi dans votre article, c'est qu'à chaque fois que le mot juif est prononcé, c'est pour discréditer un adversaire. Ça, c'est extraordinaire. Vous citez par exemple le directeur de l'ancien journal qui a disparu Le Matin, Mohamed Benchikou. Alors lui, il traite de juifs ses ennemis, mais en même temps, il se présente comme un martyr démocrate du régime. Et c'est ça qui fait un peu peur, parce que lui, on ne peut pas dire que ce soit un islamiste. Alors, est-ce que vous rejoignez le grand romancier algérien Boualem Sansal, que j'ai eu l'honneur, vous connaissez bien sûr, qui a été donc mon invité dans cette série, et il a dit, l'antisémitisme est partagé vraiment partout, dans tous les milieux en Algérie. Est-ce que c'est pas un peu terrible ? Oui, moi je partage son diagnostic. Lui, je considère qu'il est le seul intellectuel algérien aujourd'hui vivant en Algérie à avoir un discours complètement opposé, disons clair. Malheureusement, l'intelligentsia algérienne, vous trouverez aucun discours critique par rapport à cette question. Moi, je considère que la question juive, si vous voulez, en Algérie, pour les gens, c'est comme si c'était un tabou plus fort que Dieu. Je dis que c'est quasiment le tabou des tabous, les Juifs, et puis aussi Israël. Encore pire, oui. Voilà, donc ça, on le voit par exemple quand des Juifs sont arrivés en Algérie en 2005, il y avait une centaine, c'était pas des milliers, qui étaient revenus à Tlemcen. Il y a eu dans la presse algérienne, notamment arabophone, des discours, je vais vous lire juste une petite phrase. Il y avait un journal qui déplorait le fait que les Tlemcéniens avaient très bien reçu ces Juifs-là qui revenaient au pays. Le temps de l'enjuivation, la façon provocante et plus qu'officielle avec laquelle les Juifs ont été reçus à Tlemcen indique qu'il existe des musulmans issus de notre sang qui sont encore davantage enjuivés que les Juifs eux-mêmes. Bon, là, c'est une petite phrase. Oui. Il y en a des centaines comme ça qui ont été produites à ce moment-là dans la presse, notamment arabophone, parce qu'il faut savoir qu'en Algérie, il y a deux presses, une presse arabophone et francophone. Et autant la presse arabophone, elle est franchement antisémite dans le sens qu'on donne à ce terme, et autant la presse francophone, comme ils savent qu'ils vont être lus en France, etc. Ils sont plus prudents. Ils ne sont pas antisémites, ils sont seulement antisionistes. D'accord. Jean-Pierre Liédot, quand même, je voudrais apporter juste une petite précision, parce que j'ai eu beaucoup d'intellectuels d'origine algérienne comme invités, et des gens dont certains doivent être des amis que vous connaissez, des personnes merveilleuses comme Mohamed Sifawi, comme Madame Latifa Ben Mansour, ou comme Slimane Ben Aïssa, ou Aleb Ben Cher. Je veux dire par là, bien entendu, tout ce qu'on dit, on juge au fond un régime, on juge une éducation, on juge des médias. Ce n'est pas un peuple dans sa totalité. Et ceux qui vivent en France,
qui peuvent s'exprimer, mais beaucoup ne partagent pas cet antisémitisme insupportable. Ça, il faut quand Alors même vous avez le raison dire. de dire qu'il existe quelques individus. Je vous signale que ces individus dont vous venez de citer les noms habitent tous en France et que lorsque, au moment de Gaza, il y a eu un délire absolument d'hystérie antisémite dans tous les pays musulmans et notamment en Algérie, j'ai relevé tout ce qui s'était dit dans la presse algérienne. J'en ai fait un mail, je l'ai envoyé à 400 ou 500 intellectuels algériens qui vivaient un peu partout dans le monde, mais aussi en Algérie. Et je n'ai pratiquement pas reçu en disant aux gens, voilà qu'est-ce qui se dit dans la presse en Algérie d'antisémitisme, d'hystérie. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on va prendre position? Est-ce qu'on va prendre une position publique par rapport à ça? J'ai eu quasiment aucune réponse, sauf celle de Bachir Hadjaj, qui lui aussi habite en France, qui a eu le prix quand même Seligman. Mohamed Sifawi a des positions courageuses aussi pendant l'opération de Je Gaza. vous parle de Bachir Hadjaj, qui a eu le prix Seligman du journalisme et qui m'a dit pour qui tu roules, simplement parce que je renvoyais à tous les intellectuels algériens leur responsabilité vis-à-vis de ce problème. Très bien. Merci en tout cas Jean-Pierre Liédot pour nous avoir parlé avec beaucoup de franchise, avoir donné ces informations qui sont importantes de connaître. Nos auditeurs fidèles savent que ma série n'est pas une série à l'eau de rose. Il y a ce qui est positif et il y a ce qui est profondément négatif et malheureusement c'est le signal que nous donne actuellement, plutôt, dirons-nous, l'Algérie. Merci Jean-Pierre Liédot, merci chers auditeurs pour nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.